Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de plusieurs lettres économiques et financières aux publications Agora. Notre invité du jour, Charles Sana, éditorialiste économique et auteur de la lettre d'information Insolentiae. On est ravis de vous accueillir sur cette chaîne aujourd'hui. Alors, ça fait un an jour pour jour qu'a lieu l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ce conflit auquel personne ne semble parvenir à mettre un terme a profondément perturbé l'économie mondiale et la France n'a pas été épargnée. Donc, on va faire un point sur la situation actuelle. Alors, la guerre a provoqué des bouleversements géopolitiques, économiques et sociaux très importants, avec une redistribution des cartes en termes de dynamique de pouvoir entre les différents pays du monde, une hausse des coûts de l'énergie et une flambée des prix en Europe qui fait aujourd'hui peser le risque de crise sociale importante. Alors, Philippe, quelles ont été les principales orientations prises par l'Europe depuis un an pour faire face au conflit et quel bilan vous en faites aujourd'hui? Ah bah voilà une question, une vaste question qui va nécessiter euh, qu'on divise en plusieurs parties. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par faire une petite observation sur cette guerre. Le 23 février 2022, euh, la Russie envahit le Donbass. 2 jours plus tard, la Russie envahit l'Ukraine. Alors, je rappelle que lors de l'invasion du Donbass, euh, les marchés prennent mal la chose, on perd 3,5, 4%, et avec ce questionnement terrible, si les Ukrainiens répliquent en face, ça risque de faire des dégâts et ça risque de péter les gazoducs. Et le marché chute fortement parce que on craint qu'il y ait des perturbations sur l'alimentation énergétique de l'Europe de l'Ouest via les gazoducs qui traversent l'Ukraine. 48 heures plus tard, les marchés commencent à se rassurer. Non, le gaz ne sera pas coupé. Et bah du coup, le Donbass, bof, c'est un peu comme la Crimée. Les marchés en ont trop rien à faire et on considère que bon, après tout, si Poutine met la main dessus, on lui laisse, ça nous évite une guerre et les marchés retrouvent très très vite confiance en bout de 48 heures. Bon, et arrive bien sûr l'invasion de l'Ukraine. Et là, au journal de 20 heures, donc on nous parle d'une agression, de tout ce qu'on veut, et on nous parle du déclenchement d'une guerre en Ukraine. Et ce qui a beaucoup changé, et ça s'est fait assez rapidement, c'est que nous constatons donc l'invasion de l'Ukraine, le déclenchement d'une guerre, on est passé à on est en guerre. On est en guerre. Est-ce qu'on est en guerre, par exemple, au Yémen, alors que le Yémen, ça fait 8 ans qu'il est bombardé par l'Arabie saoudite? Est-ce qu'on est en guerre contre l'Azerbaïdjan qui a envahi une partie de l'Arménie, et là de façon totalement gratuite, hein, là c'est même pas pour sauver les Azerbaïdjanais d'un massacre programmé par les vilains Arméniens. Non, là c'est une vraie agression pure, un petit peu comme la présentation qu'on fait de l'agression russe sur l'Ukraine. Donc c'est juste pour montrer que déjà rien que l'évolution de la sémantique prouve que les choses ont beaucoup changé. Et quand on dit on est en guerre, de là à envoyer nos propres soldats sur le terrain, on est peut-être plus très très loin. Et là, ça marquerait une évolution majeure, ça ferait des pays européens que nous sommes des co-belligérants, et là, avec des conséquences et un risque d'escalade qui fait froid dans le dos à tout le monde. Alors, je vais revenir à la première question et je vais passer la parole à Charles. Donc, euh, quand la Russie envahit l'Ukraine, très très vite arrivent des trains de sanctions. Donc les Européens décident d'empiler sanctions, boycotts, et de façon assez curieuse, ces sanctions ne sont pas assorties d'une incitation, d'une invitation ou d'une obligation à négocier donc le retrait des troupes russes, j'imagine, etc. Donc on empile des sanctions et à aucun moment
on nous demande finalement que ça amène Poutine, Moscou, le Kremlin à négocier avec l'OTAN, parce qu'on a bien compris que ce qui est en train de se jouer, c'est une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. Donc l'Europe décide d'employer des sanctions qui, en fait, nous privent d'une énergie bon marché qui est le gaz. Donc là, on doit une fière chandelle aux Allemands parce que ce sont quand même eux qui ont fait le choix d'arrêter le nucléaire pour passer au gaz et pour amuser un peu la galerie aux renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, etc. Donc on se passe de l'énergie la plus bon marché, alors qu'on prétend, et on l'entend donc de Bercy à l'Élysée, on prétend qu'on est parti, ça y est, on va réindustrialiser l'Europe. Mais comment on se réindustrialise lorsqu'on n'a plus d'économie bon marché et qu'on a presque enterré le nucléaire et qu'en France, on s'aperçoit qu'à un moment, on avait jusqu'à 50% des réacteurs à l'arrêt et qu'on produisait donc 50% de ce que l'on pouvait faire avec nos centrales. On est à 68 terawatts installés et à un moment, on en produisait 34. Voilà, d'où la nécessité, en plus de ça, de faire appel au gaz. Et Dieu merci, l'hiver a été très très clément et les réserves qu'on s'est constituées ont suffi. Mais enfin, même si le gaz a beaucoup rebaissé et que l'on n'est pas menacé de pénurie aujourd'hui, ce gaz, qui reste quand même la base de l'industrie allemande, eh bien, ce gaz vaut encore 3 à 4 fois plus cher que le gaz russe et 3 ou 4 fois plus cher que le gaz dont se servent les entreprises américaines, donc l'industrie américaine. Voilà ce que l'Europe a fait véritablement, c'est se priver d'une énergie bon marché sans obtenir le moindre résultat en termes de repentance ou de retour en arrière de la part de Moscou. Donc, Charles, vous êtes d'accord avec le fait que ces sanctions ont été très peu efficaces finalement? Alors, elles ont été relativement peu efficaces à l'égard de la Russie, qui officiellement ne constate une baisse de son produit intérieur brut, le PIB, que de 2% globalement. En revanche, elles ont été extrêmement efficaces, comme l'a sous-entendu Philippe, pour abîmer de manière importante l'économie européenne, hein. Donc, on se souvient tous de Bruno Le Maire qui fanfaronnait en expliquant qu'on allait détruire l'économie russe. Et ce qu'on réussit plutôt à faire, c'est la destruction de l'économie européenne et en particulier de l'économie française. Alors, on peut pas non plus ignorer le fait que nous avons un terrible problème. Si vous voulez, il y a deux sujets. Il y a le premier sujet, c'est la réalité de la fourniture d'énergie en tant que telle. Donc, Philippe l'a très bien dit en ce qui concerne les tarifs du gaz, à quel niveau on est, et par rapport à avant-guerre et par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui aux États-Unis en termes d'énergie. Mais on a ce premier sujet, hein, qui est le prix du gaz en lui-même, auquel on accède. Et puis le deuxième sujet, c'est le fonctionnement du marché européen de l'énergie. C'est-à-dire que nous continuons à fonctionner en interne comme s'il n'y avait pas eu de guerre, de la même manière qu'on continue à faire de la médecine comme si nous avions plein de médecins, et de la même manière qu'on continue à donner des traitements comme si on avait les médicaments alors qu'on a une pénurie d'antibiotiques. Je crois que Philippe en sait quelque chose. Donc, on est on est dans un moment complètement délirant où les autorités prennent des décisions mais ne prennent pas acte des conséquences de leurs décisions et donc n'adaptent pas en conséquence le système, les règles ou les usages par rapport à la donne nouvelle qu'ils viennent eux-mêmes de créer. C'est-à-dire, je ne me situe même pas là dans un jugement moral en disant c'est bien, c'est pas bien, faut plus d'Europe, faut moins d'Europe. Non, je dis juste simplement que si vous décidez que dans le marché de l'énergie européen, le prix de l'électricité est calculé sur le prix du kilowattheure fabriqué par la plus mauvaise des usines à gaz en Allemagne, et que le prix du gaz a été multiplié par 10 à un moment donné, et que vous continuez à calculer votre coût du kilowattheure comme ça pour l'ensemble de l'Europe, alors que ce n'est pas vrai. Vous avez
de l'électricité qui est produite avec du gaz, avec des très bonnes centrales, avec des moins bonnes centrales, avec de l'éolien, avec de l'hydraulique et évidemment avec des centrales nucléaires. Donc vous avez ce qu'on appelle ce mix énergétique. Et donc ce mix énergétique ne correspond pas du tout en coût moyen pondéré à évidemment le prix de la plus mauvaise centrale à gaz située dans la Ruhr ou dans l'Allemagne de l'Est. Mais on n'a pas changé les règles du jeu et donc c'est pour ça que on se retrouve avec des problèmes majeurs en France et vous voyez les fermetures de commerces, de boulangeries, de restaurateurs qui ne peuvent pas assumer aujourd'hui d'entreprises. La plus emblématique, c'est William Saurin qui fait plus ses cassoulets ni ses couscous. Et donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, des entreprises ferment parce qu'elles ne peuvent plus payer l'électricité au prix qui est fixé par les règles émises par la Commission européenne en pleine guerre, voulu en tout cas en partie avec des sanctions souhaitées par la Commission européenne, qui ne revoit pas et qui n'arrive pas à revoir et à créer le consensus pour modifier le fonctionnement du marché européen. Donc je dirais, il y a bien ces deux volets. Il y a un volet réel, excusez-moi, il y a un volet réel. Ce volet réel, c'est celui, encore une fois, qu'évoquait Philippe en parlant du prix de gaz et il est fondamental. Et puis, il y a le volet irréel qui n'est lié qu'à nous, qu'à nos propres règles. C'est-à-dire qu'à la limite, si on décide de se passer du gaz russe, bon, et puis que les Américains décident de nous passer définitivement du gaz russe en faisant sauter des gazoducs, ça, c'est une chose contre laquelle on ne peut a priori pas grand-chose si le flux physique n'arrive plus. En revanche, sur nos règles internes, a priori, on n'est pas obligé de se tirer une deuxième balle dans le pied, histoire de s'achever nos capacités à marcher, quoi. Alors justement, vous avez parlé du gazoduc qui aurait peut-être été détruit par les États-Unis. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'en Europe, on en parle aussi peu? Je dirais que le silence gêné des Européens démontre que personne n'a véritablement de doute sur le fait que ce sabotage est un sabotage de commande par les États-Unis. Alors ensuite, est-ce que ce sont des plongeurs américains, anglais ou polonais qui sont allés mettre les charges, je pense, plusieurs mois avant l'explosion? Et est-ce que c'est un avion américain ou canadien ou peu importe qui a survolé l'installation pour déclencher l'explosion, puisque a priori on a bien identifié quel avion était sur le site au moment de l'explosion, il venait d'Islande. Vraiment quel flair d'avoir décollé au bon moment pour être juste au-dessus de la zone où le gaz s'échappait. Donc, euh, pour l'instant, on est devant, je ne sais pas comment appeler ça, c'est ni de la stupeur, ni de l'incrédulité, on dit rien. J'imagine la réaction des Américains si les Européens, parce que ça les embête de voir que les États-Unis importent du gaz pas cher du Canada, avaient fait péter un gazoduc au milieu des Grands Lacs. Je ne sais pas comment les États-Unis auraient réagi, même si on avait dit c'est pas nous, c'est les Russes. Imaginez la réaction des Américains. Nous, on réagit pas. On n'accuse pas les Russes, hein. Parce que personne n'y croyait dès le départ, mais nos amis américains, on ne dit rien. Donc, on a quand même une façon d'aborder les choses qui est très, très particulière. Alors, je dirais qu'on peut même étendre la métaphore. La guerre en Ukraine, elle se déclenche peu après que M. Zelensky et ses proches disent on va dérussifier le Donbass. Bon, imaginons la réaction des États-Unis si d'un seul coup un Justin Trudeau avait dit on va désaméricaniser l'Ontario. Voilà, on va les remplacer par des Canadiens de souche bien français et on va virer les Anglais. Combien de temps pensez-vous que les Américains auraient toléré que l'on désanglicise l'Ontario? Enfin voilà. Donc l'Europe, je me demande quel est le type de cerveau dont on est équipé aujourd'hui pour ne pas réagir au sabotage de Nord Stream, pour faire comme si on n'avait jamais été au courant
qu'au plus haut niveau en Ukraine, on parlait de dérussifier. Imaginez que vous disiez ça pour n'importe quel pays africain, on voudrait désethniciser telle région, ça serait immédiatement mis sur le devant de la scène avec derrière, vous allez vous retrouver devant le tribunal pénal de La Haye. Voilà, donc je ne sais pas comment l'Europe fonctionne. Et une des autres grandes décisions qu'on prend depuis le déclenchement de la guerre, c'est on ne produira plus une voiture thermique d'ici 2035. Mais est-ce qu'on a réfléchi 2 secondes à la quantité de matières premières dont on allait avoir besoin pour remplacer peut-être 130 ou 140 millions de véhicules thermiques et en faire des véhicules électriques? euh, des experts, et dont notamment le patron du BRGM en France, explique, et d'autres industriels sont tout à fait d'accord avec lui, nous allons avoir besoin, pour fabriquer un véhicule électrique, de 6 fois plus de métaux que pour un véhicule thermique. Alors, je ne parle pas de métaux comme l'aluminium ou l'acier, ça, bon, on l'a. Non, je parle de métaux très particuliers. Euh, Bien sûr, le couple nickel-cobalt, il faut du graphite, il faut du néodyme, il faut du cuivre et bien sûr le fameux lithium. Alors le BRGM a chiffré en fait de combien on aurait besoin de matières premières pour achever cet objectif que l'on s'est voté dans un grand élan, je ne sais pas, de fibres écologiques, décarbonatrices, etc. On a voté ça, mais il faut savoir que pour substituer ou remplacer la totalité du parc par de l'électrique, il va falloir 42 fois plus de nickel. Il va falloir probablement 38 fois plus de cobalt, il va falloir 25 fois plus de graphite, il va falloir, alors rien que pour l'industrie automobile, 3 fois plus de cuivre, mais il va également en falloir encore 3 fois plus parce que pour que le parc automobile électrique puisse fonctionner, il faut remettre du courant. Et donc, il va falloir, pour installer des éoliennes et des champs de panneaux photovoltaïques, il va falloir encore multiplier la quantité de cuivre par 3, ce qui signifie que d'ici 2035, il va falloir produire autant de cuivre, de nickel, que l'on en a extrait depuis l'aube de l'humanité, c'est-à-dire depuis, si vous voulez, 5000 ans. Voilà, il va falloir qu'on extrait en 12 ans l'équivalent de tout ce que l'on a extrait depuis que l'humanité a commencé à se sédentariser et s'industrialiser. C'est extraordinaire que on prenne des décisions qui ont l'air d'être des décisions prises par des gosses. Allez, on va tous se retrouver dans la cour de récré pour faire, je ne sais pas, un chat perché, alors qu'il pleut dehors, ou je ne sais pas. On est d'une inconséquence absolument extraordinaire. Donc là, on veut euh, se réindustrialiser sans le gaz russe et avec un système d'évaluation du prix de l'électricité qui est totalement délirant, ce qui fait qu'on ne sera jamais concurrentiel par rapport à n'importe quelle autre zone économique au monde. Et on décide de décarboner la planète, alors que c'est nous qui sommes déjà les plus décarbonés par rapport à la Chine, les États-Unis. Alors je ne parle même pas de l'Inde qui fonctionne pratiquement exclusivement au charbon, qui commence à avoir 1 ou 2 centrales nucléaires, mais en gros, c'est quand même le charbon. Donc on décide, nous, de se décarboner, de remplacer notre parc automobile, alors que l'on n'a pas 10% des ressources nécessaires pour continuer à passer du thermique à l'électrique au rythme actuel. Pour vous dire, pour l'instant, 10% ou peut-être dans certains pays 15% des véhicules vendus sont des véhicules électriques. Donc, si on voulait passer de 10 à 25% à l'horizon 2025, il faudrait déjà que l'on double les quantités disponibles de graphite,
de lithium, de cobalt, de nickel et de cuivre. Mais comment on va faire? Mais est-ce qu'on s'est posé à un seul moment cette question? Mais comment on va faire? Voilà, moi, j'ai pas la réponse, mais je suis complètement stupéfait de de cette puérilité invraisemblable de l'Europe et de cette lâcheté également de voir qu'on se fait péter notre principal vecteur d'approvisionnement en gaz et que derrière, on décide de renoncer au thermique, alors qu'au bout du compte, si on doit extraire toutes les matières premières nécessaires, on va dépenser pour ça en carbone probablement plus que ce que des véhicules thermiques vont continuer d'émettre jusqu'en 2035. Alors justement, Charles, comment est-ce que l'Europe pourrait faire face à ces enjeux? Elle fera pas face en, en réalité. Vous avez ici le combat éternel de l'idéologie et le mur de la réalité. Alors le mur de la réalité, pour compléter un petit peu et rester sur le même sujet que ce qu'évoquait Philippe, on vient de se le prendre chez les Mamamouchi et les dirigeants de la ville de Lyon. Ils viennent de se le prendre en pleine figure. Et donc, ils viennent de se rendre compte avec leurs ZFE, qui sont les zones à faible émission, vous savez, les zones où on ne peut plus avoir que des vignettes critères 0 ou 1, c'est-à-dire soit un véhicule électrique, soit au pire un véhicule essence de toute dernière génération, pour évidemment polluer beaucoup moins, que les petits oiseaux puissent respirer, les enfants dans leurs poussettes également, alors qu'ils sont à hauteur de pot d'échappement. Donc tout ça, on peut évidemment le comprendre, c'est tout à fait souhaitable, il y a pas de sujet là-dessus. Est-ce qu'on a tous envie que tout le monde soit heureux? Oui. Est-ce qu'on veut que tout le monde soit riche? Bien sûr. Est-ce qu'on voudrait que tout le monde soit beau, bien portant, en bonne santé, avec plein de sous? Évidemment. Et est-ce qu'on voudrait que les petits oiseaux chantent? Bien entendu. Est-ce qu'on veut prendre soin de l'environnement? C'est une certitude. Et est-ce qu'on veut que nos enfants qui sont dans les poussettes puissent bien respirer autre chose que du dioxyde de je sais pas trop quoi à la sortie d'un pot de diesel? Oui. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on a enchaîné les vœux pieux, mais on n'a pas, à aucun moment, et c'était ça qu'expliquait Philippe, à aucun moment on ne s'est mis d'accord sur comment techniquement nous allions le faire. C'est-à-dire, c'est très bien de parler d'une transition et de donner un objectif. Alors l'objectif, la ZFE 2024, plus de voitures diesel. 2035, plus de voitures tout court thermiques en Europe. Ok, super. Le tout avec des agglomérations comme l'Île-de-France qui font 12 millions d'habitants. Alors là, on a évoqué, Philippe a évoqué en creux la notion de déplacement privé avec un petit peu tout ce que ça nécessitait en termes de matière. Bon. Et donc le panorama que Philippe a brossé en partant notamment du dernier papier du directeur du BRGM, qui est en gros le Bureau de recherche géologique, qui est une institution publique française, c'est extrêmement sérieux. Il a montré à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent l'ampleur de la tâche en termes même de matière, voire même l'aberration en termes de pollution nécessaire pour extraire toutes ces matières, les acheminer, les transporter, parce qu'évidemment, elles ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval situé dans ma Normandie natale. Bon. Donc, tout ça est complètement aberrant. Mais on n'a même pas encore évoqué la nécessité d'alimenter les 12 millions de franciliens, les 3 millions de gens qui habitent l'agglomération lyonnaise. Et quand le maire de Lyon recule sur sa ZFE, pourquoi il recule sur sa ZFE? Parce que, par la sainte grâce du Saint-Esprit, il a été frappé une belle nuit au coin de son bon sens, et il s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, je n'ai pas un seul camion électrique. Je n'ai pas une seule camionnette électrique. Je n'ai pas un seul artisan qui aujourd'hui soit capable de me livrer à dos d'homme un nouveau chauffe-eau thermodynamique de 300 litres aux dernières normes BBC écologique faible consommation, me le monter au 8e étage d'un immeuble, le tout avec ses petits bras musclés et à bicyclette. Ça n'existe pas. Pas plus que je vais transporter à bicyclette de quoi nourrir les 12 millions de franciliens.
Donc, à un moment donné, j'ai des flux logistiques qui aujourd'hui nécessitent du transport carboné. J'ai des flux de production agricole qui nécessitent l'utilisation de tracteurs, de moissonneuses, de camions qui, à nouveau, sont carbonés. Alors, demain, peut-être que je réussirai le miracle de transporter, d'avoir des semi-remorques de 40 tonnes de blé et de céréales pour qu'on puisse manger nos cornflakes avec de la marque Tesla et puis qui se rechargeront en 5 minutes sur une borne de rechargement rapide, etc. Mais vous imaginez la complexité logistique pour alimenter des villes entières avec sans plus d'énergie fossile. Ce dont il faut bien se rendre compte, je vous disais tout à l'heure qu'on avait créé un système du marché de l'énergie européen, on avait changé la donne, mais on n'avait pas changé les mécanismes que l'on s'applique à nous-mêmes, qui sont juste des règles. De la même manière, sur cette histoire de transition énergétique et de fin de l'abandon des moteurs thermiques, nous sommes dans la même logique, c'est-à-dire que le monde a déjà existé en énergie lente, d'accord? C'est Jean Covici qui appelle ça les énergies lentes versus les énergies rapides. Donc l'énergie rapide, c'est le thermique, je fais le plein, ça va vite, je roule avec mes camions ou avec mes voitures, ça va vite, et je transporte de très grosses quantités, ça va vite, et je mets beaucoup d'énergie dans 1 litre d'essence ou de diesel, et ça va vite, c'est les énergies rapides. Mais les énergies rapides, globalement, elles ont un siècle. D'accord, on a un siècle d'utilisation de nos énergies rapides et réellement 50 ans de manière massive. Euh, les énergies lentes, on a 5000 ans d'expérience sur les énergies lentes, hein. C'est la marche à pied, c'est la carriole tirée à cheval et c'est la voile. Bon, je ne vous parle même pas de la vapeur, parce que la vapeur avec le charbon, ça émet du CO2, donc c'est pas écolo. Donc je ne vais même pas vous parler de la machine à vapeur et des premiers trains vapeur. Donc on va s'arrêter à la voile, la marche et les chevaux. Alors, vous vous souvenez, on avait le canal du Midi, là, avec les chemins de halage, et puis on tirait comme ça, et des chevaux qui tiraient des péniches pour transporter les marchandises. Alors ça, c'était super comme organisation, hein. Mais depuis l'Antiquité, depuis Rome, vous n'avez pas une ville dans le monde qui peut dépasser le million d'habitants avec des énergies lentes. Et donc, il faut complètement réorganiser le fonctionnement de votre société si vous voulez fonctionner avec des énergies lentes. C'est une évidence en fait, mais apparemment cette évidence ne s'est pas frayé un chemin dans l'esprit embrumé et embué de nos dirigeants, qu'ils soient européens ou français, qui s'imaginent et qui n'ont même pas compris, mais ils transposent leur manière de vivre d'aujourd'hui avec une transition énergétique et écologique dont ils n'ont pas la moindre idée de l'ampleur, avec la même manière de vivre demain. C'est-à-dire une ville à 12 millions d'habitants, puis s'ils pouvaient nous mettre à 25 millions d'habitants en région parisienne et tous nous mettre là-dedans, ils seraient encore plus contents avec des QR codes, des caméras pour contrôler tout le monde, machin, etc. Ils seraient ravis. Mais ça ne sera pas possible. Vous ne pourrez pas alimenter en énergie, en alimentation, en train logistique, une cité de 10, 12, 15, 20, 35 millions d'habitants pour Tokyo avec des voiturettes électriques. Imaginez le truc quand même. La petite amie de Citroën pour alimenter la région parisienne. Ça va être très 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 compliqué. Donc tellement compliqué que de toute façon tout ça, ça va se fracasser sur le mur de la réalité, comme la ZFE à Lyon vient de se fracasser sur le mur de la réalité, puisque le maire de Lyon a compris, enfin celui qui dirige l'intercommunalité, machin du truc, il a enfin compris que il y aurait plus un changement de chauffe-eau, il n'y aurait plus une livraison de nouvelles fenêtres triple vitrage, qu'on ne pourrait pas livrer le polystyrène pour les millions de tonnes de polystyrène nécessaires pour isoler les façades. Et faire les travaux nécessaires, ne serait-ce que pour la transition énergétique, si on interdit à tous ceux qui ont des camionnettes diesel de rentrer dans la dite zone. Donc on est dans le délire le plus absolu, et je dirais que l'Europe fonctionne comme ça de manière complètement délirante, et ça se voit. Donc on est dans un délire monétaire, on est dans un délire géopolitique entre la Russie et les États-Unis, et nous coincés entre ça. On est dans un délire écologique,
Et donc, vous avez des dirigeants qui aujourd'hui imaginent, inventent de nouvelles réalités, mais ça me fait vraiment penser à Adolf Hitler qui, dans les derniers instants, déplaçait des divisions imaginaires sur ses cartes d'état-major. Et ben là, et donc il lançait des contre-offensives, machin, etc. Bon. Et là, on est dans le même délire, ça relève quasiment de la psychiatrie, tant c'est évident ce qui est en train de se passer et ce à quoi nous allons aboutir. C'est assez prévisible. Donc, nos politiques, finalement, prennent des décisions et proposent des mesures sans même en mesurer les moyens nécessaires pour les mettre vraiment en, en pratique. Ah, il y a une forme ou d'improvisation ou d'irréflexion, ou moi je crains malheureusement de corruption, parce que si on introduit la variable corruption, beaucoup de choses s'expliquent. Alors, dernière déclaration d'Ursula von der Leyen. Donc, bon, on doit remporter la guerre contre la Russie, donc le fameux on. Je ne sais pas si les Européens, on leur a demandé si vraiment ils se sentaient en guerre contre la Russie, mais en tout cas pour Ursula von der Leyen, on est en guerre contre la Russie. On ne dispose plus du gaz russe et c'est tant mieux car cela va nous obliger à accélérer le changement, le grand reset vers un monde meilleur décarboné. Je reprends les termes d'Ursula von der Leyen. Hein. La guerre en Ukraine est une chance car cela contraint les Européens à se tourner de façon beaucoup plus volontariste vers le renouvelable, les énergies propres, etc. Soit, donc le gaz russe, au revoir, le diesel russe, au revoir. Et du coup, pour construire des éoliennes ou poser des champs de panneaux photovoltaïques dans des coins d'Europe où le soleil brille moins de 3 heures en moyenne par jour l'hiver et où le vent est quasi nul la nuit quand on a besoin de recharger nos voitures électriques, bon, soit construisons des éoliennes, euh, mais 60% aujourd'hui des alternateurs sont fabriqués en Chine. Et ce n'était même pas 40% il y a 5 ou 6 ans. On avait Vestas et Gamesa Siemens qui avaient une grosse partie du marché. Et ils sont en train de se faire littéralement laminer par la Chine. Gamesa Siemens, ça perd 1,5 milliard sur 6 milliards de chiffre d'affaires éolien. Mais au départ, quand on décide de mettre des éoliennes partout, y compris offshore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que au Parlement européen, il y a des lobbyistes fort nombreux, puisque je crois qu'aux dernières nouvelles, on doit être à 10 lobbyistes par député ou parlementaire européen, donc on voit quand même à quelle échelle on se situe. Donc, on comprend que le lobby des éoliennes a poussé très très fort, un, d'abord pour que l'Allemagne arrête le nucléaire, et deux, pour qu'on fabrique des éoliennes qui, finalement, vont être non concurrentielles parce que la Chine nous écrase. Le renouvelable, ça veut dire quoi? Donc, j'ai évoqué les éoliennes, il y a aussi les panneaux photovoltaïques. Eh bien, tenez-vous bien, 90%, j'ai regardé les chiffres hier, 90% des couches qui absorbent et qui transforment l'énergie solaire, 90% de ces couches sont fabriquées en Chine. Alors, les armatures, les panneaux de verre, c'est encore fabriqué en Europe, soit, mais dans le coût d'un panneau photovoltaïque, il y a à peu près la moitié qui correspond à ces couches qui transforment l'énergie solaire. Et on est dépendant maintenant à 90% de la Chine si on considère qu'il faut produire plus d'énergie photovoltaïque. Donc à un moment, on avait un mix en Europe, on avait le nucléaire, on avait le gaz russe, et puis on ajoutait des capacités dites vertes. Aujourd'hui, on n'a plus de gaz russe, et pour notre soi-disant confort, on est maintenant dépendant à 90% de la Chine. Alors, j'ai dit 90% pour le photovoltaïque, c'est 60% pour les éoliennes, et je parle de tout maintenant, les mâts, les pales,
tout ça arrive par bateau, mais également le cuivre, toutes ces choses-là, tout ce qui permet de relier votre éolienne au réseau, et quand c'est offshore, il faut des kilotonnes de cuivre pour relier des champs d'éoliennes au continent et traiter d'ailleurs cette puissance qui arrive de l'océan. Ce cuivre, il est raffiné pratiquement à 50% en Chine. Quand on parle du nickel et du cobalt, on est sur du 70%. Quand on fait tourner une éolienne, on alimente des grosses batteries. L'essentiel des métaux dont sont composées ces batteries, qui permettent de lisser, si vous voulez, l'énergie produite par les éoliennes, c'est-à-dire d'en restituer quand les éoliennes tournent moins vite, tout est fait en Chine. Autrement dit, avec le sabotage de Nord Stream, les Américains se sont assurés qu'aujourd'hui, on est complètement dépendant de la Chine. Et voilà, Tipa, que les Américains commencent à dire, vous, les Chinois, vous êtes en train de devenir un pays voyou, vous soutenez Poutine, vous l'aidez à fabriquer des armes. C'est sûr, si vous livrez une tonne d'acier, elle peut soit se retrouver dans l'armature d'un parking, ou ça peut fabriquer un canon ou un véhicule blindé. Donc, on pourra accuser la Chine de tous les maux, parce que quoi que ce soit qu'elle exporte vers la Russie, on pourra dire à un moment ou à un autre, c'est vous participez à l'effort de guerre russe. Donc, si on décide qu'à notre tour, il faut boycotter la Chine parce que ce sont des vilains méchants complices de Poutine, alors là, l'Europe, je me demande comment ils installent une éolienne, comment ils posent un panneau photovoltaïque et comment ils mettent des batteries dans nos voitures, parce que je pense que c'est 80% des cellules, et c'est des petites piles qu'on assemble en bloc et qu'on met ensuite dans des grands racks pour constituer la batterie de voiture, 80% des cellules sont fabriquées en Chine. Alors, quand on vous parle de la construction de gigafactories de batteries en Europe, c'est quoi? Ça va être juste des assembleurs de cellules qui continueront d'arriver de Chine par bateau. Nous ne fabriquons pas les cellules. Nous ne raffinons pas les métaux qui composent les batteries. Le principe de la batterie, vous le connaissez, il faut qu'il y ait du courant qui circule entre une anode et une cathode. Eh bien, tenez-vous bien, 90% des cathodes proviennent de Chine. Donc, 90% des cathodes, sans cathode, il n'y a pas de batterie. 80% des cellules de batterie proviennent de Chine. Si d'un seul coup on dit ah, la Chine, ils sont vilains et il faut boycotter leurs produits, alors là, en Europe, on ne peut même plus fabriquer une voiture électrique. Mais est-ce qu'on se rend compte, en haut lieu, entre guillemets, des absurdités qu'on enchaîne et que je n'explique quelque part que parce que les dirigeants sont soit vendus à des intérêts qui ne sont pas les nôtres, soit très obéissants et très réceptifs aux intérêts de lobbies qui, naturellement, n'ont pas comme objectif le bien commun, mais de faire plaisir à leurs actionnaires. Voilà. Donc, sans la corruption, j'arrive pas à m'expliquer les décisions qu'on prend en Europe et de se rendre dépendant à 90% de la Chine pour notre fameux grand reset et pour notre fameuse décarbonation, cette Europe qui sera bien meilleure après l'arrêt des hostilités, si jamais on y parvient, en Ukraine. Donc, on dépend complètement d'autres pays pour s'approvisionner en matières premières. Et concrètement, le conflit en Ukraine aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente en termes de coûts pour les contribuables français? Alors, c'est très compliqué de dire combien ça coûte. Alors, ça coûte d'abord en inflation. Ça coûte pour le moment pas trop en chômage, mais ça ne saurait tarder que cela coûte en chômage. Donc, c'est très difficile de dire exactement combien ça coûte. Ça va coûter également en déficit budgétaire, ça va coûter en quoi qu'il en coûte énergétique, hein, c'est tous les boucliers, les aides, les amortisseurs, etc. Donc, vous avez plein de coûts directs et indirects. Ça va coûter évidemment en canon César
que l'on envoie à l'Ukraine, donc en armement, en coût d'aide militaire. Donc voilà, donc les coûts de la guerre actuellement de l'Ukraine face à la Russie sont des coûts directs et indirects qui sont évidemment très importants. Alors, je voulais revenir sur ce que disait Philippe sur la corruption, sur le fait qu'il semblait difficile de s'expliquer les décisions qui étaient prises. Alors, moi, j'ai une théorie. Alors, une théorie, c'est pas une vérité absolue, loin de là, c'est une théorie. Donc, c'est des éléments de réflexion qui permettent éventuellement de fournir un début d'explication, ou en tout cas un cadre intellectuel permettant de peut-être éclairer d'un jour nouveau une réalité que l'on constate tous, qui est effectivement que nous enchaînons les tirs de balles dans le pied de manière constante depuis plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années. Alors, pourquoi fait-on ça? Nous avons vécu globalement, souvenez-vous, si on prend l'histoire récente, 1989, 1990, 1991, c'est les 3 années pendant lesquelles nous allons vivre la chute du mur de Berlin jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Et donc, on passe d'un monde bipolaire, les gentils d'un côté, nous, les bleus, les forces de l'OTAN, et puis les méchants de l'autre côté, les rouges, le pacte de Varsovie, l'Union soviétique et ses satellites. Donc, nous quittons la guerre froide. La victoire est très nette, c'est la victoire du capitalisme et des États-Unis de Ronald Reagan et des années 80, de la liberté face au KGB, et donc finalement, c'est une victoire par chaos du capitalisme. Sur le communisme, bref, c'est la fin de l'histoire, c'est la Pax Americana. Souvenez-vous, c'est ça dont on va parler dans les années 90, la Pax Americana. Et donc, les États-Unis sont le leader incontesté d'un monde qui devient totalement libre partout, de Brest à Vladivostok. Et donc, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, c'est-à-dire la mondialisation, eh bien, la mondialisation va être rendue possible par l'effondrement du système communiste et par le fait que nous passons d'un monde bipolaire à un monde censé être finalement multipolaire, mais qui n'est pas multipolaire encore, qui est en réalité unipolaire, la fameuse Pax Americana, donc un monde dirigé par les États-Unis qui deviennent le gendarme du monde, qui décident de la guerre et de la paix à peu près partout dans le monde et qui vont intervenir, que ce soit en Irak en 91, que ce soit en Somalie, que ce soit, bref, partout, ils vont en Bosnie-Herzégovine, etc. Partout, ils vont décider de la guerre ou de la paix avec une Russie qui n'est plus que l'ombre d'elle-même et une Chine qui n'a pas encore émergé. Donc évidemment, c'est un monde unipolaire dirigé par les Américains qui vont se lancer dans une mondialisation dont les grands vainqueurs et les grands gagnants vont être les grandes multinationales américaines. Et puis, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce monde dominé pendant les années 90 et la première décennie des années 2000, donc on va dire de 1990 à 2010 par les États-Unis, une domination sans partage, les Américains vont tenter d'imposer leur domination, leur leadership, c'est-à-dire que ça leur va très bien un monde unilatéral où ils sont les chefs, où ils dominent le monde financier grâce à Wall Street, où ils dominent le monde grâce à leurs 25 porte-avions et leurs 1000 bases à travers la planète. Ça, tout ça leur va extrêmement bien. C'est pas que la Pax Americana, c'est la domination americana. Mais manque de bol, ils ont quand même deux très grands pays en face d'eux, que sont la Chine et la civilisation chinoise, et puis la Russie et la civilisation russe qu'a évoqué Vladimir Poutine assez longuement hier dans son discours. Et donc, vous allez avoir deux pays émergents qui vont finalement émerger et réussir à tirer leur épingle du jeu de la mondialisation, acquérir des technologies, acquérir du savoir-faire. Ça, c'est pour la Chine. La Chine va devenir l'usine du monde, comme l'a très bien dit Philippe tout à l'heure. Tout vient de Chine. Et donc, si on se fâche avec la Chine, je ne vous raconte pas les pénuries et le choc inflationniste qu'on va se prendre. Euh, J'avais fait une vidéo là-dessus et si la Russie, c'est 10% d'inflation quand on se fâche avec la Russie, si on se fâche avec la Chine, c'est minimum 30% de choc inflationniste. Et donc,
on en est là, on en est à aujourd'hui, ce monde qui était bilatéral est devenu unilatéral et maintenant, il y a cette volonté de la Chine et de la Russie de faire que ce monde soit multilatéral, avec une gouvernance mondiale qu'ils acceptent tout à fait, un nouvel ordre mondial contre lequel ils n'ont rien, à condition que ce nouvel ordre mondial soit multilatéral et ne soit pas le nouvel ordre mondial de Wall Street dominé par l'armée américaine. Voilà pourquoi vous avez ce conflit aujourd'hui. Et voilà pourquoi je pense que l'Europe se tire une balle dans le pied, c'est qu'en réalité l'Europe est profondément alliée, inféodée aux intérêts américains, et que nous sommes là pour aider les Américains dans leur volonté d'hégémonie, et que en face, vous avez la Russie et la Chine qui ont parfaitement compris que tout se jouait dans l'acceptation de leur soumission ou dans leur refus de la domination américaine, tout se jouait sur la bataille ukrainienne. C'est là où la guerre pour le nouvel ordre mondial a commencé. C'est là où la guerre pour un monde multilatéraliste ou unilatéral a démarré. Est-ce qu'elle se finira là? C'est encore une autre question et on ne peut pas y répondre. Mais je pense que tous les événements auxquels nous assistons, nous devons les voir sous cet angle-là et sous l'angle d'une volonté des Américains et par ricochet des Européens d'engager un processus de démondialisation dans lequel ils sont maintenant perdants. Encore une fois, je rebondis sur ce que disait Philippe. 90% des couches machin, c'est fait en Chine. Les éoliennes et machin, 60%. 100% de la production de Dacia Spring électrique de Renault vendue ici, c'est fait en Chine et ça arrive par train à la gare de Bercy ou je ne sais trop où. Donc, par les routes de la soie, etc. Donc, tout ça pour vous dire que la mondialisation aujourd'hui ne nous est plus profitable. Donc, les Américains font ce qu'ils font à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils changent les règles du jeu en leur faveur. Et quand on change les règles du jeu, vous avez toujours une crise, un moment de tension et des difficultés. Et en l'occurrence ici, la question qu'il faut aussi se poser en termes de réflexion, c'est peut-on avoir une démondialisation ordonnée? Peut-on avoir une démondialisation douce? C'est-à-dire, peut-on imaginer que les Russes vont cesser doucement de nous approvisionner en énergie si on n'est pas gentil avec eux? Et peut-on imaginer que les Chinois vont doucement cesser de nous approvisionner en toutes les chinoiseries possibles et imaginables? Et quand je dis chinoiserie, c'est pour résumer, mais ça va des produits très bas de gamme aux produits très haut de gamme dont on a besoin. La Chine est capable aujourd'hui tout produire, le meilleur comme le pire, et dans les meilleures ou dans les pires conditions. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que la Chine va cesser de nous livrer progressivement et nous permettre de nous réindustrialiser tranquillement alors que nous avions fermé toutes nos usines et que tout ça va se passer dans un concert de câlins et de bisous entre bisounours bien pensants qui s'aiment très fort? La réponse est non. La démondialisation ne peut pas être douce, ordonnée, ça va être un crack, ça va être violent, ça va être douloureux, ça va être saignant, ça va être sanglant, salé au sens propre du terme dans les tranchées ukrainiennes, ça va l'être de manière économique quand on dira, bah voilà, il va falloir prendre les mêmes sanctions que celles que nous venons de prendre à l'égard de la Russie, mais à l'égard de la Chine cette fois, qui évidemment soutient la Russie. Alors, même si la Chine va tout faire pour livrer la Russie via la Corée du Nord, par proxy, pour essayer de ne pas se faire avoir, d'essayer de sauver les apparences, même si nous, on ne va pas sanctionner tout de suite, comme ça, très violemment, on va y aller progressivement, par étapes, sur un an, sur 2 ans. Bon. Mais les États-Unis ont désigné la Chine comme ennemi. La doctrine militaire aujourd'hui américaine, elle désigne la Chine comme ennemi dans le Pacifique, comme puissance qui menace clairement le leadership européen et comme nation qu'il faut endiguer. Si vous êtes chinois et que vous savez que le partenaire américain, c'est ça qu'il écrit dans ces doctrines stratégiques qui sont parfaitement publiques, vous savez que vous allez vous faire endiguer. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous vous soumettez, soit vous vous lancez dans un affrontement. Donc, Poutine n'est pas fou, Xi Jinping n'est pas fou. C'est un affrontement géopolitique majeur entre deux conceptions du monde,
un nouvel ordre mondial uniquement dominé par les États-Unis et qui dominerait le monde entier, ce que souhaitent les États-Unis aidés par l'Europe, ou un nouvel ordre mondial avec des gouvernances mondiales multilatérales dans laquelle la Chine et la Russie ont leur mot à dire et qui ne sont pas inféodés aux États-Unis. Et donc, ces deux conceptions s'affrontent et elles s'affrontent militairement aujourd'hui en Ukraine, mais évidemment, on va continuer à s'affronter. Et je crois qu'il y a un vrai sujet que Philippe a évoqué et sous-entendu, avec les risques d'extension des sanctions à la Chine. Et là, comme disait Philippe, le jour où on se fâche avec la Chine, notre transition énergétique, on va avoir l'air fin. Et qu'est-ce qui se serait passé si l'Union européenne aurait décidé de ne pas intervenir dans le conflit en Ukraine? Alors, je pense qu'on aurait vraiment fâché les Américains. Voilà, de temps en temps, il faut prendre peut-être le risque de dire à ses amis, tu déconnes, et c'est ça, être un vrai ami. Voilà, la France avait osé dire en 2003, les armes de destruction massive de Saddam Hussein, ça n'existe pas, donc vous déconnez, et là, on ne vous suit pas. Mais là, les États-Unis sont confrontés en fait à un risque existentiel qui va même au-delà du leadership militaire et du contrôle de la plupart des zones. Effectivement, je crois qu'il y a pas loin de 900 bases américaines réparties dans le monde, mais surtout au pourtour de la Russie et de la Chine. Euh, Au-delà du militaire, ce qui est le plus crucial encore pour les Américains, c'est de refinancer leur dette abyssale. Parce que, bon, officiellement, ils sont peut-être à 120% d'endettement. Officieusement, ils sont comme le Japon, ils sont probablement à 250% d'endettement. L'essentiel, d'ailleurs, de cet endettement étant, pour l'instant, comme on dit, non financé. C'est un peu hors bilan. Les États-Unis savent qu'ils ont besoin de ces masses d'argent. Donc, le besoin vital des États-Unis, c'est que leur déficit soit refinancé avant même de s'assurer le contrôle de telle ou telle zone, de créer de l'agitation dans d'ex-républiques soviétiques pour embêter Poutine, d'aller rajouter quelques bases aériennes à proximité de la mer de Chine où les Chinois disent qu'ils se sentent chez eux dans des zones qui sont contestées pour l'instant, où leur souveraineté est contestée. Donc la priorité, c'était le dollar et son statut de monnaie obligatoire. On ne peut pas faire de transactions, acheter des matières premières, de l'énergie sans dollars. Or, qui a pensé, enfin, qui a ouvertement annoncé qu'il allait se dédollariser? Saddam Hussein. Donc, voilà, plus de Saddam Hussein. Nous avons Kadhafi qui, lui, envisageait de remplacer le franc CFA par une sorte de devise or panafricaine. Exit Kadhafi. Nous avons Vladimir Poutine qui a vendu jusqu'au dernier bon du Trésor américain qui donc ne conserve pas un dollar lorsqu'il vend un litre de pétrole ou un mètre cube de gaz. Et comme par hasard, ce dirigeant qui veut se dédollariser, il se retrouve avec une guerre. Et le dernier à vouloir se dédollariser et créer un système monétaire parallèle. Alors, je ne dis pas que les Chinois ambitionnent de remplacer le dollar, ce n'est pas vraiment leur fonctionnement. Mais en tout cas de créer un système dans lequel tous les partenaires de la route de la soie pourront faire des transactions sur la base d'un référent dont on comprend que ça pourrait être un mix d'or, voire de paniers de matières premières, donc quelque chose qui serait plus concret, plus stable probablement que le dollar qui de toute façon est fait pour se dévaluer depuis la création de la Banque centrale un 24 décembre 1913. Le dollar a perdu 99% depuis que la Banque centrale américaine est née. Donc les Chinois ont compris que si vous annoncez une dédollarisation, il vous arrive la même chose qu'à Kadhafi, qu'à Saddam Hussein, voire vous vous retrouvez en affrontement direct avec les États-Unis, comme on le voit maintenant avec la Russie. Donc les Chinois, ils ne sont pas frontaux quand on lit Sun Tzu, la plus belle des victoires, eh bien, elle est remportée à l'issue d'une bataille qu'on n'a pas livrée.
Et je pense que les Chinois, ils raisonnent comme ça. Ils ont déjà, en fait, mis la main sur la moitié de l'Afrique sans avoir installé une seule base militaire chinoise, non. Par contre, ils ont construit des ports et des lignes de chemin de fer. Eh ben, ça suffit à assurer une influence et garantir l'approvisionnement en matières premières de la Chine. La Chine, elle n'a pas fait les choses à l'envers. Elle s'est pas dit, ah, on va décarboner et après, bon, où est-ce qu'on va trouver les matières premières? Non, ils ont commencé par se dire, il va falloir, évidemment, on ne peut pas continuer de cramer du charbon comme on le fait, et les ressources carbonées s'épuisent, donc il faut qu'on réfléchisse au coup d'après. Donc les Chinois ont été les premiers à d'abord sécuriser leurs approvisionnements en matières premières avant de décréter la grande décarbonation. Ce que nous faisons après avoir vu Elon Musk créer des magnifiques voitures électriques, je ne sais pas, d'un seul coup, comme des gosses, on s'est dit, je veux la même. Les Chinois, ils ne sont pas puérils à raison de certaines choses sur lesquelles ils sont peut-être pas très très forts. La gestion du Covid est assez bizarre, mais peut-être que derrière, il y avait des impératifs aussi de politique interne, de prise de contrôle de la population. Un pays de 1,4 milliard, ça ne se gère pas comme le Liechtenstein ou le Luxembourg. Donc les Chinois, ils ne veulent pas affronter les États-Unis directement en frontal, ils ne veulent pas annoncer de dédollarisation, ils vont juste proposer un système monétaire alternatif tout en continuant d'accepter le dollar. C'est juste qu'ils vont créer quelque chose où les gens iront bah, s'ils veulent. Bon, bah, tous ceux qui vont adhérer au club de Shanghai et tous ceux qui veulent rejoindre les BRICS, donc c'est-à-dire maintenant, outre Afrique du Sud, Inde, Brésil, vous avez l'Argentine, vous avez l'Algérie, vous avez pratiquement tous les pays d'Asie du Sud-Est. C'est merveilleux. Ces gens-là, la Chine ne les force pas. C'est juste, si vous voulez participer à notre espace d'échange économique, voilà, vous aurez également un système de transaction basé en partie sur le troc, sur une nouvelle unité monétaire à définir, etc. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar va perdre considérablement de son rôle dans le monde. Donc, les seuls aujourd'hui à qui qu'on peut vraiment contraindre à utiliser du dollar, c'est les Européens. Voilà. Je peux vous dire qu'en Europe, s'il y a, je ne sais pas moi, un Hongrois qui décide de se passer du dollar, je suis sûr qu'il y a un coup d'État dans les 6 mois dans ce pays-là. Voilà. Donc, l'enjeu pour les États-Unis, c'est d'assurer la suprématie du dollar. Et finalement, dans un monde inflationniste, bah, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que plus le prix des matières premières monte, plus il faut de dollars, les amis. Et si la transition énergétique coûte des fortunes, bah, il faut imprimer de l'argent parce qu'on ne l'a pas, cet argent, pour faire pousser des champs d'éoliennes à perte de vue, euh, mettre des centaines de mâts de 200 mètres de haut dans l'océan. On n'a pas l'argent, donc il faut le créer, cet argent, c'est merveilleux. Ben, tout le système américain, depuis 1991, est basé sur l'abondance monétaire, sur de l'argent magique surgi de nulle part. Et pourquoi cet argent est-il magique? Parce que n'importe qui d'autre devrait le rembourser. Les États-Unis, jamais, puisqu'on a besoin de dollars pour les transactions financières pour acheter du pétrole, du gaz et des matières premières. Donc, plus le prix des matières premières augmente, finalement, plus on a besoin d'acheter du dollar. Donc, plus ça permet aux États-Unis d'accroître leur endettement, puisque vous allez avoir des acheteurs de dollars, donc de dettes américaines. Donc, la démondialisation, c'est quoi? C'est de l'inflation. Mais de l'inflation, et notamment au travers des matières premières, c'est beaucoup plus de dollars que les acheteurs vont devoir se procurer. Donc, la capacité d'endettement des Américains est finalement quelque part garantie par cette démondialisation inflationniste. Donc, j'imagine qu'on est vraiment loin de pouvoir espérer voir s'écarter le risque de spirale inflationniste. Ah bah là, on est en plein dedans. Et alors, les Américains en sont tellement conscients que ils vont nous imposer une nouvelle douille, pour pas dire bidouille. Comme le thermomètre va encore prendre de la température au niveau notamment des prix alimentaires, etc.,
Eh ben, si le thermomètre indique une température trop élevée par rapport à ce que l'on souhaite, on casse le thermomètre. Donc, aux États-Unis, la variable alimentaire va être extraite du calcul de l'inflation. Jusqu'à présent, on parlait de l'inflation corps hors alimentation énergie. Eh bien, comme l'alimentation, on a calculé que ça aura pris 15% sur un an d'ici le mois de mars et probablement pas loin de 20 d'ici le mois de juin, tous les experts sont à peu près d'accord, et tous les grands patrons de grandes marques de distribution, les Carrefour, les Auchan, etc., Leclerc, sont tous d'accord pour dire que les prix de l'alimentaire vont exploser, et ça va être la même chose aux États-Unis. Eh bien, on va retirer aux États-Unis l'alimentaire du calcul de l'inflation. Enfin, c'est merveilleux à quel point ces gens-là se foutent du monde. Mais n'empêche que pour le citoyen lambda, même si la jauge de l'inflation reste à 8% au lieu de bondir à 12-13, le pouvoir d'achat, il va bien reculer de 12, 13, 15% au cours des mois qui viennent. Donc là, qu'est-ce qui se profile? Probablement une chute de la consommation et probablement une récession. Alors, qu'est-ce qui restera si on rentre en récession? Eh bien, il restera, ah bah, pour relancer la machine, faisons de la décarbonation et voilà, installons des éoliennes, des champs de panneaux photovoltaïques. Et tout ça, on va le faire évidemment à crédit. Donc, l'argent magique, c'était le quoi qu'il en coûte depuis mars 2020. Et bien là, ça va être le fameux Build Back Better. Reconstruisons une société meilleure à base donc de décarbonation. Tout ça est extrêmement inflationniste et pour les États-Unis, je le répète, c'est tout bénéfice. Et est-ce qu'on a atteint un point de non-retour ou est-ce que justement un arrêt du conflit pourrait mener à une amélioration de la situation? Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir un arrêt du conflit. En tout cas, les conditions pour un arrêt du conflit ne sont pas réunies, encore une fois. Ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sont les causes profondes du conflit. Les causes profondes du conflit, elles sont liées à une recherche d'équilibre et un affrontement et une lutte pour un équilibre dans la gouvernance du monde. Et donc, tant qu'il n'y a pas un nouvel équilibre qui est trouvé dans cette gouvernance du monde, vous ne pouvez pas avoir un arrêt de ce conflit. L'arrêt du conflit, il est dépendant de la cause même du conflit. Et tant qu'on n'apporte pas une solution aux causes du conflit, et la cause profonde, c'est ce que je vous dis, cette lutte pour la conception d'une gouvernance mondiale entre des grands acteurs, Chine, Russie, États-Unis, Europe dans une moindre mesure, eh bien, vous ne pouvez pas avoir un arrêt du conflit. Je voulais également revenir sur ce que disait Philippe, qui est très important concernant le poids du dollar. Euh, donc, effectivement, il y a aussi une lutte pour le dollar. Alors, souvenez-vous, si on fait un tout petit peu d'histoire, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les accords de Bretton Woods. On arrête de mettre des monnaies or. Il n'y a plus qu'une seule monnaie qui est convertible en or, c'est le dollar. On dira que le dollar est as good as gold, donc aussi bon que l'or, et donc toutes les monnaies s'arriment au dollar qui lui est convertible en or. Le général de Gaulle, qui est très 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 vilain, mais qui avait déjà compris qu'était la souveraineté et la notion d'indépendance de la France devant servir de pont et de positionnement géopolitique justement entre la puissance américaine et la puissance russe, et par extension aujourd'hui on dirait entre l'axe russo-chinois et l'axe américain, faisait envoyer tous les excédents commerciaux français sous forme de dollars et aller chercher de l'or, et faisait convertir les dollars français en bon or pour remplir les coffres de la Banque de France. À force de faire ça, plus la guerre au Vietnam, plus, les accords de Bretton Woods. Donc évidemment, c'est la fin des accords de Bretton Woods, on est en 1971. Et là, le dollar n'est plus baqué sur l'or, le dollar va devenir baqué, c'était ce que disait Philippe tout à l'heure, sur les matières premières et en particulier une majeure, le pétrole. Et donc les États-Unis vont assurer la force du dollar et les besoins du monde en dollars en forçant le monde à négocier tous leurs achats de pétrole en dollars, notamment les achats de pétrole que l'on va effectuer en Arabie saoudite et par extension dans les pays qu'on appelle les pétromonarchies. Alors si je vous parle de l'Arabie saoudite pour illustrer ce qu'on appelle les pétromonarchies, les pays du Golfe au sens large, c'est parce que l'Arabie saoudite n'a plus de pétrole.
l'Arabie saoudite va devoir se passer des revenus du pétrole dès 2030. Tous nos spectateurs et tous ceux qui nous écoutent peuvent vérifier par eux-mêmes. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré Vision 2030, et vous arriverez sur le site du gouvernement saoudien vous expliquant qu'en 2030, ils n'ont plus de pétrole et donc, par définition, ils n'ont plus de revenus de pétrole. Alors, s'ils n'ont plus de pétrole et qu'ils n'ont pas de revenus de pétrole, il n'y a plus de pétrodollars et il n'y a plus de pétromonarchie. D'accord? Donc, là où vous achetez en dollars aux pétromonarchies qui ont des besoins de dollars, des excédents en dollars qui sont recyclés pour financer les dettes américaines, comme l'évoquait Philippe, eh bien, vous avez ce cycle vertueux, ce cercle vertueux de j'imprime des dollars, j'alimente le monde en dollars, le monde achète son pétrole à l'Arabie saoudite et aux autres pétromonarchies en dollars, et ces pétromonarchies sont aimables pour réinvestir leurs excédents en dollars dans le financement de ma dette, et comme ça, je tourne et je maîtrise le monde, eh bien ça se termine. Ça se termine, et il y a déjà la transition américaine sur le dollar qui est entamée, avec notamment les États-Unis, qui sont devenus le premier pays producteur d'hydrocarbures au sens large. Et donc aujourd'hui, les pétrodollars, ils ne viennent plus des pétromonarchies, ils viennent des États-Unis qui exploitent leurs propres réserves ultimes d'hydrocarbures et qui assurent la puissance du dollar maintenant grâce à leurs propres hydrocarbures. Et quand Philippe vous évoquait que pour eux, l'inflation des prix énergétiques était tout bénef, non seulement c'est tout bénef, comme le disait Philippe, parce que ça leur permet d'augmenter la quantité de dollars demandés dans le monde entier, mais c'est encore plus bénéf pour eux, parce que maintenant, c'est plus le pétrole des autres qui est négocié en dollars. C'est leur pétrole à eux qui est vendu en dollars. Et donc, en plus, ça fait augmenter leur PIB, leur richesse. Et ça leur donne en plus un avantage compétitif évident que Philippe évoquait en début d'émission quand il parlait de la réindustrialisation de l'Europe que l'on souhaitait, mais avec un coût qui était 3 fois supérieur à de l'énergie en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis, puisque non seulement ils vendent leur énergie, mais en plus ils peuvent l'utiliser à bas prix. Donc vous imaginez un petit peu aujourd'hui, vous avez, et il y a eu de théoriser dans quelques cénacles assez intimistes, pour pas dire secrets américains, la manière dont ils allaient utiliser leurs propres réserves d'énergie dans la décennie 2020-2030 pour, euh, on va dire, asseoir leur domination du monde. Et ce qu'il se passe en Europe, c'est aussi un conflit commercial majeur parce que les Américains avaient besoin des Européens, ils avaient besoin des excédents européens et ils avaient besoin de nouveaux clients et notamment que les Européens qui avant achetaient aux pétromonarchies leurs hydrocarbures achètent désormais leurs hydrocarbures non pas à la Russie de Poutine pour assurer la force du rouble, mais bien aux États-Unis, même si le GNL est plus cher, même si, eh bien, les Européens, en tant que bons alliés, en tant que bons amis, évidemment, des Américains, nous n'allions pas continuer à acheter notre gaz et notre pétrole et nos hydrocarbures à la méchante Russie de l'empereur Palputine, mais évidemment aux gentils Biden et aux États-Unis, qui sont nos alliés depuis la nuit des temps et qui sont venus nous libérer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sinon, nous parlerions tous déjà allemand. Vous connaissez tout ça par cœur. Et donc, c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut le voir. Philippe a raison de parler de l'importance du dollar et les, les États-Unis d'Europe ont un rôle très fort à jouer pour assurer la suprématie du dollar américain des États-Unis tout court. Et c'est pour ça que aujourd'hui, vous vous retrouvez avec l'Europe qui devient un client majeur des États-Unis et qui donc assure en partie et pour une partie importante la force du dollar et la suprématie du dollar dans les échanges. Vous avez bien remarqué que dans tout ça, on est effectivement les couillons couillonnés et que c'est nous qui payons. On paye le coût de la guerre en Ukraine, on paye le fait de se passer des énergies russes qui étaient évidemment abondantes
et peu coûteuses. On remplace ça par des énergies très coûteuses et par une raréfaction de l'énergie, par les coûts d'une transition écologique qui nous est en réalité imposée et d'une décarbonation forcée et accélérée. Bref, on paye absolument à tous les niveaux et c'est un drame économique qui est en train de saigner l'Europe à blanc au profit des États-Unis d'Amérique. Donc, on est les grands perdants finalement de ce conflit. Ah oui, on est les grands perdants sur tous les tableaux. Donc, bon, la destruction de Nord Stream nous oblige à importer en grande partie du GNL des États-Unis. Bientôt, ça sera le Qatar, mais le Qatar, c'est un proxy des États-Unis. C'est pas pour rien, d'ailleurs, si c'est le Qatar qui a versé 9 millions de dollars à Bernard-Henri Lévy pour vendre la guerre en Libye. Hein. Voilà. Donc, on est effectivement les couillons couillonnés. Et si j'avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, étant donné qu'on va probablement pas faire machine arrière sur la décarbonation, même si j'attends qu'on nous prouve que le carbone est bien le gaz à effet de serre que l'on nous décrit et que c'est bien la raison du réchauffement planétaire. Alors, je ne nie évidemment pas le réchauffement à l'échelon local sur des agglomérations de 10, 20, 25, 30 millions d'habitants. C'est évident que là, il y a ce qu'on appelle des bulles chaudes, mais globalement, je ne suis pas sûr que les émissions de carbone humaines expliquent un réchauffement au pôle. Et d'ailleurs, quand on fait des carottages et qu'on remonte le climat sur 800 000 ans, on s'aperçoit qu'il y a eu des phases de réchauffement encore plus intenses, peut-être pas aussi rapides, quoique il faudrait retraiter les chiffres. Donc, la décarbonation, on va continuer, même si on n'a ni les matières premières pour le faire, ni l'énergie pour extraire les matières premières, on va le faire. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, pour battre l'inflation, eh ben, il faut aller sur les matières premières. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'on finira par extraire du lithium en France, du massif central? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, pour lancer une exploitation minière, il y a d'abord la prospection, il faut donc étudier les terrains, etc. Et ensuite, obtenir les autorisations pour lancer l'exploitation de la mine, construire les unités qui traitent le minerai, qui le broient, le traitent chimiquement et puis qui le fondent pour en faire des lingots exploitables à l'échelon industriel. Tout ça prend au minimum, je dis bien au minimum, ça prend bien 10 ans. Autrement dit, si on décidait aujourd'hui qu'on va lancer une nouvelle mine, elles ne vont pas être opérationnelles avant 2033. Et en 2035, rappelez-vous, on ne produit plus de véhicules thermiques. Donc, comme les mines dont on a besoin ne vont pas voir le jour avant 10 ans, ça veut dire que là, on va être obligé de faire avec ce qu'on a comme cuivre et avec des rendements décroissants, ce qu'on a comme nickel avec des rendements décroissants, et le lithium, pareil, les Américains se sont retirés d'Afghanistan. Manque de bol, c'est un des pays qui aurait pu apporter des quantités intéressantes. Donc aujourd'hui, le lithium, c'est 70% le Chili, je crois, 15% l'Australie, et le reste des pays, des autres pays producteurs dans le monde, c'est pas plus que l'Australie à elle toute seule. Donc vous voyez, on n'a rien. On n'a rien entre les mains, on n'a aucune des matières premières nécessaires pour la transition écologique, donc il va falloir aller la chercher, la payer, la surpayer, donc, les matières premières vont flamber. Donc, je dirais à ceux qui nous regardent, pour battre l'inflation, bah, il faut probablement aller chercher ce qui va être à l'origine de l'inflation dans un contexte global de démondialisation qui, de toute façon, est déjà inflationniste. Et vous, Charles, qu'est-ce que vous conseillez à vos lecteurs pour mieux traverser les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Alors, je pense que quand Philippe parle de matières premières, il a raison. C'est une excellente idée. Je pense qu'évidemment, par extension, on a bien entendu les métaux précieux, hein, donc l'or et l'argent qui restent des outils de protection importants sur les aspects inflationnistes. On va avoir également certaines sociétés qui ont ce qu'on appelle
du pricing power, c'est-à-dire qui ont une capacité à suivre l'inflation et à répercuter sur leurs clients l'inflation. Donc, certaines actions, certaines belles valeurs peuvent être un relativement bon outil de protection contre l'inflation. Je rappelle qu'une action reste un actif tangible, c'est-à-dire que c'est un titre de propriété versus de titre de dette. Et donc, ce qu'on peut conseiller également à ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas s'investir dans des titres de dette, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui va être obligataire, contrat d'assurance vie avec des fonds en euros, ce genre de choses, on est encore une fois sur de la dette. Et donc, quand on est au bord d'une crise de solvabilité d'un certain nombre d'acteurs, je ne suis pas persuadé que prêter à des acteurs surendettés soit une très bonne idée. Donc, on évite d'aller sur les titres de dette, en tout cas les titres de dette long terme. Je ne vous parle pas des placements de trésorerie, ça c'est encore autre chose. On va plutôt surpondérer les actifs tangibles. Alors après, reste évidemment le grand cas de l'immobilier aujourd'hui, bon, en particulier en France, puisque les Français achètent relativement peu d'immobilier aux États-Unis. Hein, donc c'est pas simple quand on est français et puis qu'on n'a pas des centaines de millions d'euros de traverser les océans pour acheter de l'immobilier dit international. Donc il reste le sujet de l'immobilier qui est très compliqué aujourd'hui en France. On est sur des niveaux de prix très élevés, on est sur des niveaux de contraintes très élevés, on a de l'inflation. On a également des limitations d'augmentation de loyer, on a des pressions fiscales très fortes, des pressions réglementaires complètement délirantes. On n'a pas parlé des DPE, mais bon, ces diagnostics de performance énergétique mettent un bazar pas possible dans la valorisation et dans le marché immobilier actuellement en France. Donc, compliqué d'aller vers l'immobilier comme unique valeur refuge. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, je dirais que on va surpondérer les actifs tangibles avec les matières premières, l'or et l'argent dans une moindre mesure. On va également, à mon sens, surpondérer le cash parce qu'à un moment donné, il va bien y avoir un réajustement du prix de certains actifs. Et donc, on n'oublie pas cette grande idée, même si l'inflation est de 10%, votre cash à la banque va effectivement se dévaloriser techniquement de 10% si vous le valorisez ou le comptabilisez en boîtes de raviolis qui vont augmenter de 10%. Mais si pendant le même moment votre immobilier perd 20% ou qu'une action que vous vouliez acheter à la bourse perd 30%, et ben votre pouvoir d'achat de votre cash vous a en réalité enrichi de 10 ou 20% quand bien même vous aviez une inflation plus élevé. En clair, si la baisse de la valeur de l'actif est supérieure à mon taux d'inflation, j'ai intérêt à détenir du cash si je suis dans une période à court terme de pré-crack. C'est pour ça qu'on dit que dans certaines périodes, notamment inflationnistes ou récessives potentiellement, le cash peut être roi. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère qu'ils seront utiles à nos lecteurs. Alors, vous avez mis à disposition un rapport spécial où vous parlez un petit peu des conséquences de la crise actuelle qui est en train d'appauvrir clairement la classe moyenne et les étapes à suivre pour faire face au mieux à l'inflation. Donc, j'invite nos lecteurs à le télécharger. Le lien se situe en description de la vidéo. Je vous remercie encore une fois tous les deux pour cet entretien et j'espère à très bientôt.